Salut! Il y a quelques semaines sur Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer vos plus belles rencontres de l'été à deux conditions, que ce soit des arthropodes et trouvés en France métropolitaine. Et je vous le dis d'emblée, vous avez trouvé des trucs de zinzin. J'ai reçu des centaines et des centaines de photos d'animaux incroyables que j'ai passé le reste de mes vacances à trier, d'où l'absence totale de bronzage. J'ai pas pu tout garder, donc vraiment désolée si votre photo n'apparaît pas. Merci à tous et vraiment bravo pour vos observations. Sachez que ça a été très dur de choisir. Il y a du Pokémon légendaire, des trucs terrifiants, des photos sublimes, bref, ça va être incroyable. J'ai gardé le meilleur du meilleur et découpé ça en plusieurs vidéos pour pouvoir vous sortir la première rapidement et vous replonger un peu dans vos vacances d'été ces prochaines semaines, histoire d'oublier un peu la rentrée. On va donc commencer tout de suite avec cette première sélection, mais avant je voudrais remercier le sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN. Je vous en ai déjà parlé ici, mais pour ceux qui connaissent pas bien le principe d'un VPN, il s'agit d'un moyen simple de protéger vos données sur des réseaux non sécurisés et de vous offrir l'accès à des contenus géorestreints sur plus de 35 sites de streaming comme Netflix ou Amazon Prime, vous donnant accès à 40% de contenu supplémentaire. CyberGhost est un VPN super bien noté sur Trustpilot qui a déjà conquis plus de 38 millions d'utilisateurs. Il est vraiment très simple d'utilisation, en quelques clics vous vous géolocalisez au Canada ou au Japon par exemple, et vous accédez au contenu disponible dans ces régions. Ça fonctionne sur tous vos appareils, que ce soit Windows, Android, iOS et même sur vos consoles de jeux. Et avec un seul abonnement, vous pourrez protéger jusqu'à 7 appareils simultanément, donc si vous n'êtes pas déjà en train de gratter le compte d'un copain, vous pouvez régaler tous vos proches et Brigitte, l'araignée qui squatte votre salon depuis 2 ans. Et en plus ça vous coûtera quasiment rien parce qu'avec le lien en description, vous bénéficiez de 83% de réduction et de 4 mois offerts. En prime, vous serez couvert par un service client disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si vous n'êtes pas convaincu, pas de souci, vous bénéficiez d'une garantie satisfait ou remboursée pendant 45 jours. Allez, on commence avec des araignées que vous avez été nombreux à photographier, les tomises. Ce sont des araignées au corps aplati qui ont les deux premières paires de pattes bien plus longues que les deux dernières et qui les tiennent sur le côté comme les crabes, d'où leur autre nom, araignée crabe. Alors les tomises, c'est une assez grande famille, plus de 2000 espèces dans le monde, dont environ 80 en France, mais il y en a quelques-unes qui ont particulièrement attiré votre œil, comme la tomise enflée ou tomise replée. C'est une magnifique araignée aux couleurs vives qu'on reconnaît aux deux pointes sur son abdomen et à cette paire d'yeux portés par des sortes de cornes. On la trouve généralement sur des fleurs parce que les tomises chassent à l'affût. Elles restent immobiles, elles attendent qu'un insecte vienne butiner sur la fleur et dès qu'il est assez près, elles l'attrapent par la tête généralement. Ce sont des chasseuses redoutables parce qu'elles peuvent en plus changer de couleur pour se fondre dans le décor. Alors ça leur prend quelques jours pour changer et elles peuvent pas être de n'importe quelle couleur. C'est soit blanc, soit rose, soit jaune, ce qui fait que parfois, ça marche moins bien. Tout ça, ça concerne que la femelle, le mâle est beaucoup plus petit et brunâtre, donc difficile à repérer. La deuxième que vous avez été nombreux à m'envoyer, c'est Misumena vassia, la misumène variable. Elle ressemble à la tomise enflée, mais elle a l'abdomen arrondi et pas de cornes sur la tête. Elle peut aussi changer de couleur, mais elle n'a pas l'option rose, c'est soit blanc, plus ou moins verdâtre, soit jaune. Elle a souvent 2 lignes verdâtres sur l'abdomen ou le céphalothorax et des lignes latérales rouges, mais c'est pas systématique. Niveau comportement, c'est comme la tomise enflée, elle chasse à l'affût et s'il y a rien qui passe, elle va changer de fleur. Là aussi, le mâle est minuscule et on voit vraiment la disproportion entre les pattes avant et les pattes arrière. Allez, je résiste pas à vous montrer cette magnifique photo d'une tomise globuleuse prise par Denis. On l'appelle aussi araignée de Napoléon. On les appelle comme ça parce qu'on les reconnaît à leur motif noir caractéristique sur l'abdomen qui rappelle un buste de Napoléon. Ça, c'est une forme rouge, mais elles peuvent aussi être jaunes ou blanches. Merci beaucoup pour les photos. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous voyez la tomise sur cette photo? Là. Et elle est en train de manger notre prochaine trouvaille. Alors j'adore cet insecte parce que la première fois qu'on le voit, on sait pas trop ce qu'on regarde. Ça s'appelle une panorpe ou mouche scorpion. C'est évidemment pas un scorpion, mais c'est même pas non plus une mouche. Elle appartient à un ordre qu'on appelle les mécoptères. Les panorpes sont très facilement reconnaissables, vous pouvez pas vous tromper, elles ont des ailes tachetées, des antennes longues, des pièces buccales en forme de bec, et chez le mâle, la partie terminale de l'abdomen est incurvée comme une queue de scorpion. Mais c'est parfaitement inoffensif, il pique pas, il a pas de venin, ça lui sert surtout à se reproduire. En métropole, on a 7 espèces natives qui se ressemblent pas mal et qu'on peut trouver un peu partout, surtout dans les endroits plutôt ombragés et humides. Laura, j'adore tes photos, merci, elles sont incroyables parce qu'elles illustrent 2 comportements super intéressants chez les panorpes. Le premier, c'est qu'elles mangent des insectes, souvent morts, notamment des mouches qu'elles n'hésitent pas à aller taxer dans les toiles d'araignée. On voit bien ici que celle-là est recouverte de toiles, donc il s'agit clairement d'un vol. Jean-Michel rend la mouche, on t'a vu. Et le deuxième comportement, c'est que les mâles peuvent offrir des proies en cadeau aux femelles dans l'espoir de s'accoupler avec elles. Donc ici, le mâle offre sa mouche volée à une femelle qui a l'air satisfaite puisqu'elle est en train de manger. Ce que la photo ne montre pas, c'est que quelque part dans les environs, il y a une araignée qui se dit sûrement ça.
L'histoire ne dit pas non plus si Jean-Michel a pu conclure, donc Laura, si tu es par là, je t'en prie, réponds-nous en commentaire, c'est important. Cette photo est incroyable. Il s'agit d'un cirfe, qui est une mouche appartenant à la famille des Syrphidés. Et c'est pas tellement pour vous parler de lui que je l'ai choisi, mais plutôt pour vous parler de ce qui lui est arrivé. Si vous le regardez bien, vous devez vous dire qu'il y a un truc de bizarre dans la forme de son abdomen ou sa texture. On dirait qu'il est rempli d'une espèce de purée. Ce cirfe est en fait probablement déjà mort, et la matière blanche qui a dilaté son abdomen, c'est un champignon parasite. Ce champignon appartient au genre Entomophtera, ici probablement Entomophtera muscae, qui signifie littéralement le destructeur de mouches. Et il détruit les mouches d'une manière très peu enviable. Tout commence en général à la fin de l'été, par temps chaud et humide, lorsque les spores du champignon entrent en contact avec un insecte, le plus souvent une mouche comme ici. Les spores entrent dans la mouche et vont se développer rapidement à l'intérieur d'elle en formant des filaments qui vont envahir ses tissus. Il va non seulement se nourrir des nutriments de la mouche, mais en plus modifier son comportement pour la forcer à aller se poser en hauteur sur un mur ou une herbe par exemple, avec les ailes écartées. Le champignon va la fixer à cet endroit et c'est dans cette position qu'elle succombera quelques jours seulement après avoir été infectée. Mais c'est pas fini! Le champignon va alors sortir du corps de la mouche et libérer des spores contaminantes dans l'air et autour d'elle. Il provoque en plus dans le corps de la mouche qui l'a tuée la synthèse de composés volatiles qui sont très attractifs pour les autres mouches. Le combo aile écartée plus gros abdomen qui est gage de fécondité plus le parfum attractif, et bien tout ça c'est irrésistible pour les mouches mâles qui vont venir s'accoupler avec la mouche morte et donc s'infecter à leur tour. Voilà, je vous laisse faire ce que vous voulez de cette information. Des cauchemars, probablement. Merci beaucoup Jardin Tigoronel de m'avoir envoyé cette photo, et merci Corentin pour la confirmation du genre du parasite. Allez, on va se changer les idées avec cette nouvelle trouvaille. Ce n'est pas une mouche, ce n'est pas une guêpe, c'est un Clint Eastwood. Je rigole pas, c'est vraiment son nom. Parfois on le trouve sous le nom de Clit bélier ou Clit guêpe, mais franchement pourquoi l'appeler autrement quand on peut l'appeler Clint Eastwood? Les clits sont des coléoptères de la famille des cérambycidés, qu'on appelle aussi longicornes, et il existe en France tout un tas de clits noirs et jaunes, pas toujours facile à différencier. Le Clint Eastwood se reconnaît à ses antennes bicolores, jaune à la base, puis brun ou noir, et à ses élytres noir mat, traversées par une bande jaune horizontale. Bon, c'est un insecte noir et jaune qui vole, et il y a guêpe dans son nom. Alors est-ce que c'est dangereux? Absolument pas. Cette apparence proche de la guêpe, c'est sa façon de faire peur aux prédateurs. En plus, il se déplace en imitant la guêpe pour pousser la ressemblance, mais c'est que du bluff. Ça pique pas, c'est un insecte qui se nourrit de bois mort au stade larvaire et de nectar ou de pollen au stade adulte. Vous pourrez donc le trouver sur des fleurs ou sur votre bâche de piscine, je sais pas ce que c'est. Comme Insect Lover 83, merci pour ta photo. Ceux-là, il fallait avoir l'œil bien aiguisé pour les voir parce qu'ils sont minuscules. Heureusement, nos amis photographes macro en font des sublimes photos, ce sont les membracides. Les membracides sont une grande famille d'insectes appartenant à l'ordre des hémiptères comme les cigales et les pucerons, et on les reconnaît à leur apparence étrange puisqu'ils sont souvent ornés d'excroissances en forme de cornes, de boules ou d'hélices qui serviraient à se camoufler ou à effrayer leurs prédateurs. Ils ont des ailes mais ils sont pas particulièrement agiles en vol. Par contre, ils sont capables de faire des sauts impressionnants et c'est souvent cette méthode qu'ils choisissent pour prendre la fuite. Les membracides se nourrissent principalement de la sève des plantes et certains entretiennent des relations mutualistes avec des fourmis très similaires à ce qui existe entre les fourmis et les pucerons. La majorité des plus de 3000 espèces de membracides vivent en région tropicale et subtropicale, mais on peut en trouver 4 espèces en métropole, dont 2 communes et 2 rares. Parmi les communes, il y a Centrotus cornutus, le demi-diable, qui possède 2 petites cornes latérales et une longue corne ondulante qui s'allonge au-dessus de ses ailes. Et Stictocephala bisonia, le membracide bison, qui est vert clair avec 2 petites épines latérales et un casque qui s'allonge là aussi en superposition sur les ailes. Chloé, le tien, il s'est fait grignoter une corne, le pauvre. Les 2 espèces rares, c'est Centrotus chloroticus et Gargara genistae, le petit diable. Je crois que ce nom le rend encore plus mignon. Bref, ouvrez bien l'œil dans les zones de végétation, vous pourriez tomber sur ces merveilles de la nature. Bravo et merci Chloé, Insect Lover, Stéphane et Macroblaster pour vos photos. Allez, pour aller avec le Clint Eastwood, voici une autre célébrité, la noctuelle de l'érable qu'on appelle aussi chenille Trump. Non, cette fois je rigole, on l'appelle aussi Acronicta aceris, ce qui vous en conviendrait est beaucoup moins drôle. La noctuelle de l'érable est donc une chenille de type touffu à la coiffure impeccable appartenant à la famille des noctuidés, les noctuelles. Elle n'est pas urticante, c'est une idée reçue que toutes les chenilles poilues sont urticantes, mais bon, la touchez pas quand même, elle aime pas, ça aplatit son brushing. Pour la reconnaître, c'est très simple, elle est jaune ou orange et elle a sur le dos toute une ligne de losanges blancs bordés de noir et 4 paires de touffes de poils orange ou rouge. Elle fait environ 4 cm et elle mange des feuilles d'érable évidemment, d'où le nom, mais pas que, ça peut être du marronnier, du chêne, du tilleul, du saule ou encore du noisetier. Une fois qu'elle aura mangé à cette feuille, elle se transformera en un papillon nocturne que je vous montre ici.
c'est donc l'inverse d'un glow-up. Moi je pense qu'on avait un parti pris fort et qu'il fallait l'assumer, mais bon. Vous pouvez la retrouver à peu près partout en France, et même 2 fois par an, puisque c'est une espèce bivoltine, c'est-à-dire qui fait 2 générations par an. Donc on voit des chenilles au printemps et à l'été. Merci Anaïs, Noé et Cécile pour les photos. La photo suivante m'a fait bondir, pas de peur mais d'enthousiasme tellement cette photo est incroyable. C'est Emma qui me l'a envoyée pendant ses vacances à Gordes dans le Vaucluse. Alors oui, c'est une très grosse araignée, mais Emma a quand même pu s'approcher pour en faire une vidéo. Elle est énorme. Je crois que j'en ai jamais vu une aussi grosse. Oh god, mais... Il s'agit d'une mygale andalouse. C'est une araignée originaire du sud de l'Espagne, qu'on peut aussi trouver au Portugal, et dont les observations sont encore rarissimes en France. Elle a été aperçue pour la première fois en métropole il y a une douzaine d'années, et depuis elle est trouvée à de très rares occasions dans le sud de la France. Comment elle s'est retrouvée dans le lit d'Emma ? Eh ben normalement, cette mygale vit dans les forêts de chênes liège principalement, mais la déforestation l'a forcée à élargir son territoire, et on la retrouve maintenant dans des oliveraies espagnoles. Sauf que certains de ces oliviers sont destinés à l'export, notamment vers la France. Et comme elle peut se cacher entre les racines ou sur le tronc, ben ça arrive parfois qu'elle fasse partie du voyage. Dans la majorité des cas, sa présence est donc directement reliée à l'importation d'arbres venus d'Espagne, mais elle peut aussi très bien arriver par le transport d'autres marchandises. Il y a 2 choses très importantes à retenir sur cette mygale. Elle est impressionnante, mais elle n'est pas dangereuse pour l'humain. Et comme toutes les araignées, elle n'est pas agressive. Vous le voyez sur cette vidéo, elle cherche clairement à fuir. Et elle est doublement protégée à l'échelle européenne. Il est strictement interdit de la capturer, de la détenir et de la mettre à mort, en vertu de la Convention de Berne et de la Directive des habitats. Ne pensez donc même pas à l'écraser, c'est une espèce rare qui est transportée contre son gré par notre faute et qui se retrouve arrachée à sa région natale que nous détruisons également. Heureusement, Emma n'est pas arachnophobe et elle a simplement décidé de la laisser faire sa vie, donc je pense qu'on peut la féliciter pour ça. Bravo Emma, merci pour tes images et merci le monde des arthropodes pour ta confirmation d'identification. Ça reste évidemment une vision exceptionnelle à nos latitudes. D'ailleurs, elle a fait une paire de gros titres cette année, comme en juillet au Luxembourg, après avoir été trouvée sur la façade d'une maison. Elle a ensuite été conduite à un centre de soins à la faune sauvage, et il se trouve que la vétérinaire de ce centre de soins est une amie, donc j'ai reçu la photo, avant de la retrouver quelques jours plus tard dans une gazette luxembourgeoise avec ce gros titre racoleur, Luxembourg, une mygale venimeuse découverte sur la façade d'une maison. Alors la quasi-totalité des araignées sont venimeuses, donc je vois pas bien l'intérêt de le préciser, à part pour faire peur. Mais venimeuse, ça veut pas dire dangereuse. Pour le coup, celle-là n'est pas du tout considérée comme dangereuse. Deuxième article dans France Bleu où elle a été retrouvée au rayon bricolage, et pour le coup cet article est bien plus factuel et pas désinformatif. On y apprend même que la mygale a été confiée aux zoo d'Amiens. Allez, pour vous faire redescendre en pression, je ne résiste pas à vous montrer un de mes papillons préférés, le grand sphinx de la vigne. Ce papillon est l'exemple parfait qu'il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour voir des animaux colorés. C'est un papillon nocturne comme la plupart des sphinx et il se reconnaît très facilement à sa grande taille de 5 à 8 cm d'envergure, à la forme caractéristique de ses ailes, ses couleurs olive et rose, mais surtout à ses 2 petits points blancs qui permettent de le différencier du petit sphinx de la vigne. Notre ami Thibaut Renel a parfaitement complété l'observation de Brigotte, merci à vous deux pour les photos, en m'envoyant cette photo de la chenille du grand sphinx de la vigne. Elle naît verte puis devient brune en grandissant et présente à l'avant des taches en forme de haricot sur un disque noir et une petite corne à l'arrière comme chez la plupart des sphingidae. Si elle est stressée, elle va rentrer la tête et gonfler les premiers segments abdominaux pour faire ressortir ses taches en forme d'yeux, ce qui avec un peu de chance dissuade ses prédateurs de s'en approcher. Encore une fois, gros bluff puisqu'elle est évidemment inoffensive. Cette chenille se nourrit principalement de feuilles de gaillet et d'épilobes mais pas forcément de vigne, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire. Quant au papillon, il butine en bol stationnaire le nectar des fleurs, avec une préférence notamment pour le jasmin, le lilas ou le buddleia. Pour avoir la chance de l'observer, plantez donc des fleurs riches en nectar si vous avez un jardin, ou bien faites des balades l'été à la tombée de la nuit, dans des zones plutôt humides comme des prairies ou des lisières de forêt. Voilà, c'est avec cette œuvre d'art qu'on termine ce premier inventaire de la faune sauvage française réalisé par vous, chers amis. Dans le prochain épisode, on parlera des araignées les plus mignonnes de France, de mouches tueuses de guêpes et de cloportes géants, alors abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour pas rater ça. Merci une nouvelle fois pour toutes vos photos, et encore merci à CyberGhost d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour bénéficier des 83% de réduction et des 4 mois offerts. Protégez vos données et accédez à des contenus exclusifs grâce à CyberGhost VPN, c'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Bisous!